Ok, bonjour à tous. Est-ce qu'un jeu peut avoir été révolutionnaire à sa sortie et devenir franchement mauvais avec le temps? Je vous pose la question et d'ailleurs, essayez là de mettre peut-être pause à, au lecteur, là, à la vidéo, pour essayer d'y réfléchir et peut-être de le mettre en commentaire. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça pour quelque chose? Parce que moi, je trouve que c'est une question assez compliquée, parce qu'on entend souvent qu'il faut remettre les vieux jeux dans le contexte de leur époque. Et oui, évidemment, le contexte compte, toujours, hein. Quand on relance aujourd'hui un vieux Mario ou un vieux Sonic, comprendre ce qu'ils représentaient au moment de leur sortie renforce encore leur aura. Mais si ces jeux continuent d'être appréciés, c'est pas seulement parce qu'ils ont été importants historiquement, non, c'est aussi parce qu'ils restent jouables, compréhensibles et agréables encore aujourd'hui. Ils ont pris quelques rides, leurs limites sont parfois évidentes, mais leur qualité ne repose pas uniquement sur la nostalgie. Et avec ces premiers mots, vous me voyez venir à des kilomètres, Power Stone 1 et 2 ne rentrent pas dans cette catégorie. Je vais pas me faire que des copains en vous disant ça, mais attendez, je m'explique. Parce que, en vrai, dans mes souvenirs, Power Stone, c'était légendaire. Quand j'étais petit, j'avais seulement eu l'occasion d'y jouer une ou deux fois chez un ami, chez un oncle. Malgré ça, j'en gardais un souvenir impérissable. Il faut dire que le jeu avait absolument tout pour impressionner un gamin des années 90. Si je fermais les yeux, que je m'imagine Power Stone, mais c'est le jeu rêvé, quoi. Il avait cette esthétique très Dreamcast, ces personnages hauts en couleur, cette 3D encore assez nouvelle et surtout cette impression d'avoir un véritable morceau arcade à la maison. Power Stone ne proposait pas seulement un jeu de combat en 3D dans lequel les personnages voilà, restaient enfermés sur un axe principal, c'était pas un Tekken ou quoi, non. Il nous lâchait dans des arènes complètes avec de la verticalité, des objets à ramasser, des éléments du décor à utiliser, des transformations spectaculaires. Ça courait dans tous les sens, ça sautait sur les murs, ça lançait des chaises, des lance-roquettes, ça s'accrochait à des poteaux pour frapper l'adversaire. Bref, en regardant ça avec mes yeux d'enfant, j'avais l'impression d'assister à une bagarre sortie d'un film de Jackie Chan boosté aux hormones, avec la touche de manga qu'il fallait. Il en fallait pas plus pour me plaire. Honnêtement, c'est-à-dire que la soupe, elle était parfaite avec les ingrédients aux bons endroits. Je suis particulièrement sensible aux jeux qui mélangent le combat, le mouvement, le chaos et une forme de fun immédiat. C'est pour toutes celles et ceux qui continuent d'expliquer que Smash Bros n'est qu'un vulgaire party game, eh ben figurez-vous que personnellement, si je devais n'emporter qu'un seul jeu sur une île déserte, eh ben, je choisirais probablement le dernier Smash Bros. Alors forcément, quand Capcom a annoncé le retour de Power Stone et Power Stone 2, voilà, dans la Capcom Fighting Collection 2, j'étais extrêmement curieux. C'était même l'une des principales raisons pour lesquelles j'avais envie de découvrir cette compilation. J'allais enfin pouvoir confronter l'un de mes grands souvenirs d'enfance à la réalité. Et cette confrontation a été beaucoup plus violente que prévu. Power Stone, premier du nom, tout d'abord, hein, sorti en arcade en 99, avant d'être porté sur la Dreamcast. Et quand on relance aujourd'hui la version arcade, hein, présente du coup dans la Capcom Fighting Collection 2, euh, cette origine se ressent immédiatement. Le jeu repose sur une philosophie extrêmement directe, avec voilà, quelques commandes principales permettant de frapper, sauter, ramasser des objets. Voilà, c'est tout. Et en soi, cette simplicité, c'est pas forcément un problème, hein. Un jeu peut être accessible tout en proposant une profondeur considérable. Smash Bros, par exemple, voilà, c'est typiquement ça. On peut s'y amuser immédiatement en appuyant sur quelques boutons, puis passer des centaines d'heures à comprendre les déplacements, les distances, les priorités et toutes les subtilités du système. Power Stone, de son côté, donne rapidement l'impression d'avoir vidé toutes ses poches. Je vous lance d'ailleurs un défi, hein. Aujourd'hui, là, voilà, cette vidéo sort en 2026, mi-2026. Lancez une partie en multijoueur avec des amis, hein, et essayez, au bout de 20 minutes, de lutter contre la sensation d'avoir déjà vu l'essentiel de ce que le jeu avait à vous proposer. Essayez, voilà, c'est un vrai défi que je vous lance, parce que là, autant je vous fais ma petite critique, mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer par soi-même. Et je pense que le défi est déjà perdu, hein, pour être tout à fait honnête. Il existe bien des différences entre les personnages, hein. Il y a
quelques petits enchaînements, hein, le fameux power drive, les power fusion, des attaques, enfin des petits combos propres à chacun des personnages et différentes interactions avec les arènes, hein. Les personnages lourds vont avoir une autre interaction avec les poteaux par rapport aux personnages faibles. Mais bon, à part ça, ben, je vais pas prétendre que le jeu possède absolument rien sous le capot, hein. Enfin, à part ça, hein, dans la pratique, j'ai surtout eu l'impression de répéter constamment la même boucle. Pourtant, j'ai étudié le jeu, je suis allé sur des vidéos pour voir un petit peu ce que ça donnait chez les personnes qui allez, arrivaient à faire fonctionner le truc peut-être un peu mieux que moi. Mais clairement, eh ben, j'ai toujours été dans la même boucle. On court après les fameuses Power Stone, d'accord? On est sur un terrain en 3D. On court après les Chaos Emerald de Sonic. On frappe l'adversaire si on y pense. On récupère la pierre qui vient de tomber. On ramasse peut-être un objet. On le balance vaguement dans la direction de l'autre. Puis on attend de réunir voilà, les trois pierres pour pouvoir se transformer et infliger des gros dégâts. Cette mécanique, elle est spectaculaire hein, pendant les deux trois premières parties. La transformation change l'apparence du personnage, renforce ses attaques et permet d'enchaîner des techniques beaucoup plus impressionnantes et un peu plus loin, hein, pas forcément à bout portant. Mais le problème, c'est qu'elle finit aussi par écraser tout le reste, hein, cette mécanique. Les combats ne donnent vraiment plus l'impression de se construire autour des qualités de chaque personnage, puisque ça devient juste une course permanente autour des trois pierres. Voilà. Il faut juste ramasser les cailloux, et celui qui réussit à se transformer devient généralement voilà, le bulldozer qui va écraser l'autre. Tandis que l'autre, voilà, il va passer la partie de l'affrontement à courir, esquiver entre gros guillemets, vu qu'on ne peut pas vraiment esquiver, alors, tiens, ça rend le truc assez abrupt, manette en main. Et c'est pour cette raison que je perçois finalement Power Stone 1 ni comme un véritable party game, ni comme un jeu de combat particulièrement convaincant. C'est surtout un jeu de collecte dans lequel on cherche en permanence à devenir temporairement plus puissant que l'autre. Rien de plus, rien de moins. À chaque affrontement, je me demandais comment un jeu reposant autant sur le mouvement avait pu négliger ses outils défensifs. Pourquoi ne pas intégrer une esquive clairement identifiable, une véritable garde, des contres, davantage de possibilités pour récupérer après une attaque ou voilà, provoquer une erreur chez l'adversaire? Je sais parfaitement que Power Stone, premier du nom, n'a jamais eu l'ambition de devenir un Street Fighter dans une arène 3D. Je lui demande même pas de reproduire le même système qu'un versus fighting traditionnel, même en l'abordant comme un jeu d'action d'arcade, je trouve simplement qu'il manque d'outils. On frappe, on saute, on ramasse, on lance, on court assez rapidement. Les affrontements finissent par reproduire les mêmes chorégraphies, avec le sacro-saint coup de pied sauté. Par exemple, hein, il devient juste omniprésent. On comprend qu'il peut régler un nombre considérable de situations. On commence alors à le répéter juste au bon moment, au bon endroit, au point où bah, finalement, c'est limite, on va faire que ça. C'est le bon coup de pied sauté au bon moment et c'est bon. De toute façon, il a la tête chercheuse, on va pas se casser la tête plus que ça. Euh, Et puis voilà, il y a ces fameuses Power Stone qui tombent, les deux joueurs se précipitent dessus, et finalement, à quoi bon faire ces petites arènes-là? Parce qu'on se sent de plus en plus enfermé dans ces petites arènes toutes carrées, et répéter ça en boucle avec voilà toutes les arènes, tous les personnages, et ça devient vite voilà, extrêmement redondant. Le jeu, voilà, il possède de l'énergie, mais cette énergie devient vite terriblement brouillonne. L'action manque de visibilité, les personnages courent constamment dans tous les sens, et le résultat d'un échange semble parfois davantage dépendre du chaos ambiant que d'une véritable lecture de l'adversaire. Là où Capcom m'a habitué à des systèmes extrêmement précis, Power Stone me donne l'impression d'être une expérimentation encore incomplète. L'idée, à mon sens, elle est brillante, l'exécution, elle est bien trop loin de ce que j'attends. Et cette impression devient encore plus forte lorsqu'on s'intéresse au mode solo. Parce que je précise bien que je parle de la version arcade proposée dans la Capcom Fighting Collection 2, hein, le portage Dreamcast, possédait davantage de contenu annexe, avec des éléments à débloquer, des personnages cachés et différentes fonctionnalités voilà, liées au mode VMU. Mais bon, dans les compilations modernes, on retrouve principalement la structure sèche et directe du jeu d'arcade. On lance une partie, on affronte des personnages les uns après les autres dans des combats en un contre un. On traverse une poignée d'arènes qui m'ont paru terriblement limitées. Voilà, certaines, à la limite, elles possèdent une petite identité visuelle
quelques éléments interactifs. Malgré ça, j'ai surtout eu l'impression de courir en rond dans des décors tout carrés, en attendant que le bon objet tombe au bon moment, au bon endroit. Et tout ça conduit jusqu'à un boss final particulièrement pénible. On se retrouve devant une espèce de grosse créature en low poly bien dégueulasse, un sac à PV qui envoie quelques projectiles de temps en temps et qui frappe dans des directions qui nous obligent à nous éloigner régulièrement. Bon, c'est vraiment en termes de pattern, c'est inintéressant au possible. J'ai l'impression que c'est surtout là pour combler un mode solo peut-être un peu trop maigre. Et c'est vrai que bon, jusque-là, voilà, j'avais clairement fait le tour du jeu. Aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi des joueurs continuent d'organiser des tournois de Street Fighter 2. C'est pourtant pas un jeu auquel je suis particulièrement attaché. Je l'ai pas connu au moment de sa sortie et lorsque j'y joue maintenant, je le trouve un peu trop abrupt. Ses déplacements ne correspondent plus vraiment à ce que je cherche et j'ai beaucoup de mal à m'investir dedans. Malgré tout, je préférerais passer une centaine d'heures sur Street Fighter 2 plutôt qu'une seule heure supplémentaire sur Power Stone. Parce que même si Street Fighter 2 ne me parle pas, je comprends ce qu'il propose. Je perçois la profondeur de ses distances, de ses timings, de ses confrontations entre personnages, des lectures de jeu. Et Power Stone m'a donné l'impression exactement inverse. Et sur le papier, sa proposition est bien plus séduisante pour moi. Une fois la manette en main, je trouve que son système beaucoup trop limité pour survivre longtemps à son effet de surprise. Et historiquement, je comprends parfaitement pourquoi il a marqué autant de joueurs. En 99, cette liberté de mouvement, cette mise en scène, cette 3D colorée un peu manga, ces transformations, putain, mais c'était la folie, quoi. Encore une fois, je ferme les yeux, j'y repense, je me dis, putain, mais c'était un trip ultime pour un gamin. Mais aujourd'hui, son importance historique ne suffit plus à masquer le vide que je ressens. Et c'est probablement ce qui rend cette expérience aussi triste. Parce que lorsque je regarde Power Stone, voilà, je me souviens de l'enfant que j'étais qui rêvait de posséder un jeu comme ça. Et j'ai pas envie de rester juste sur quelque chose de mauvais, juste parce que j'ai l'impression d'avoir trop grandi et que ça ait mal vieilli. C'est factuel, ça a très mal vieilli. Mais allez, parmi tous les titres, les 18 titres des Capcom Fighting Collection 1 et 2, je me suis dit, allez, teste le deuxième opus qui est certainement une amélioration. Et clairement, c'est le cas. Euh, il améliore d'ailleurs pratiquement tout. Mais est-ce que ça suffit? Eh bien, j'ai pas l'impression. Après la douche froide du premier épisode, clairement, Power Stone 2, il est 18 crans au-dessus. Hein. Est-ce que ça suffit à en faire un bon jeu? Franchement, non. Et je vais m'expliquer parce que je veux tout de même reconnaître le travail accompli par les développeurs. Dès les premières minutes d'ailleurs, on ressent une véritable volonté de revoir la formule et d'exploiter beaucoup plus sérieusement ce potentiel. Power Stone 2, il abandonne les simples affrontements, voilà, proposés par ces petits personnages perdus sur ces quatre petites arènes toutes bidons. Non, non. Il transforme immédiatement ça avec quelque chose de bien plus généreux. Cette fois, le chaos paraît beaucoup plus cohérent avec la structure du jeu, puisque les arènes sont plus grandes, plus mouvementées et surtout beaucoup plus ambitieuses. Certaines évoluent pendant le combat et nous obligent à nous déplacer d'une zone à une autre. Les affrontements ressemblent davantage à de petites aventures qu'à de simples duels enfermés dans des pièces. Et déjà, juste pour ça, j'ai envie de vous dire, Power Stone 2, il me séduit déjà 10 fois plus. On peut piloter des petits véhicules, découvrir des différentes petites interactions, parfois cachées, qui utilisent davantage les objets, et voilà, traverser plusieurs phases au sein d'un même niveau, mais ça rend tout ça tellement plus frénétique et agréable, manette en main. On a l'impression que le chaos est tout de suite un petit peu plus explicable. Et clairement, j'ai envie de vous dire que c'est les terrains qui participent au spectacle. Là où les arènes du premier jeu ressemblaient souvent à des espaces dans lesquels on attendait l'apparition des Power Stone, celles de Power Stone 2 imposent leur propre rythme. Elles peuvent forcer le joueur à fuir, séparer les joueurs, les réunir, ou modifier complètement la situation en quelques secondes. Merde, on est en pleine course-poursuite, il y a un boulet qui nous suit un petit peu comme dans Indiana Jones. Est-ce que je cours? Est-ce que j'essaye de mieux calculer ma trajectoire? Est-ce que je me retournerai pas pour mettre un petit coup à mon collègue au risque de perdre du temps? Franchement, c'est très agréable manette en main. Et
C'est probablement ici que la licence se rapproche le plus de la promesse qu'elle semblait porter depuis le départ. J'avais été injuste en rapprochant trop directement le premier Power Stone de Smash Bros. Voilà. Les deux jeux sont sortis durant la même période, mais ne cherchent pas exactement à reproduire la même expérience. Bon, soyons honnêtes, j'ai même peur que beaucoup fassent le même amalgame que moi, mais il faut aussi être un minimum honnête et se dire que j'ai pas l'impression que ça visait exactement le même type de public. Power Stone 2 rend néanmoins cette comparaison beaucoup plus pertinente. On retrouve quelques personnages au milieu d'un joyeux bordel, une grande quantité d'objets, des arènes composées de différentes phases et une action suffisamment accessible pour que les participants et que n'importe qui puisse prendre la manette et participer. Voilà, bon. Le roster a également été considérablement enrichi. Les personnages possèdent des silhouettes, des déplacements et des transformations beaucoup plus variées. Alors, certains semblent plus lourds, d'autres plus rapides, tandis que leurs attaques et leur manière d'exploiter les Power Stones permettent enfin de les distinguer un petit peu plus clairement, à l'inverse du premier opus. Donc visuellement, c'est encore plus séduisant que le premier. Hein, les couleurs sont de plus en plus chatoyantes. En vivant toute cette aventure-là, c'est juste un régal. Et avec quelques amis réunis autour d'un canapé, je pense même que Power Stone 2 peut encore occuper une agréable petite après-midi, à l'inverse de Power Stone 1, où à mes yeux c'est vraiment foutu. On est du coup beaucoup plus proche d'un party game que d'un véritable jeu de combat. C'est pas forcément un défaut. Le problème est que même en tant que party game, la formule finit une nouvelle fois par tourner en rond. Power Stone 2, il améliore ses environnements, il augmente le nombre de participants. Pourtant, son système de combat reste construit sur des fondations presque aussi rachitiques que celles du premier épisode. Encore une fois, on passe énormément de temps à courir sur la carte pour récupérer les Power Stones ou atteindre des objets apparus aléatoirement. Le moveset des personnages reste limité, la plupart des affrontements finissent par être dominés par les mêmes comportements. Tout le monde cherche les pierres ou vont chercher à dominer un véhicule sur la map. Et c'est toujours la même chose. Et soit vous cherchez le véhicule, soit vous cherchez les Power Stones. Ajoutez à ça 5-6 maps auquel on va finir par voir le tour très très vite, c'est difficile de passer plus qu'une petite après-midi dessus. Vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, on risque très vite de tourner en rond. Et derrière ce spectacle, on retrouve un système extrêmement simple. C'est amusant de piloter un véhicule. Voilà, on est dedans, on tire, tout simplement, poum poum poum, ok. L'arène est en train de s'écrouler, c'est amusant puisque on change d'arène, on fait autre chose, ok. Mais ces événements perdent rapidement leur effet de surprise, d'autant que le nombre de niveaux, il est trop faible. Et du coup, c'est assez dur de rester dessus et de conserver assez d'intérêt pour tout ça. Et encore là, je ne vous parle que du mode multijoueur. Mais en solo, même si je salue encore une fois le travail des développeurs d'avoir voulu rendre ça un petit peu plus complet, c'est peut-être pas assez. Le problème, c'est que cette aventure, bon, elle n'est pas particulièrement bien maîtrisée. Il y a une espèce de boss intermédiaire, hein, le Pharaon Walker, qui est extrêmement prévisible. Hein, c'est une espèce d'araignée pharaon. Il suffit de casser les jambes, des fois frapper la tête. C'est tout simple. Il va tourner autour de lui ou sauter sur place. Des fois, il y a des lasers qui vous arrivent dans la gueule. C'est tout con. Et le dernier boss, allez, il y a 3 petites salles, des petits mobs pas intéressants à frapper, et un dernier boss qui va parfois frapper un peu au hasard, qu'on peut esquiver d'une manière toute simple. C'est un bête sac à PV, en low poly, c'est pas beau. Oui, c'est déjà mieux que le premier épisode, mais c'est largement pas assez. En termes de richesse de pattern, on repassera. Après avoir traversé toutes ces arènes, affronté les mêmes types d'ennemis et répété les mêmes actions, terminer l'aventure sur un combat aussi pauvre laisse une impression terriblement amère. Voilà, difficile dans ces conditions de parler d'une expérience solo véritablement réussie, sachant qu'une petite après-midi autour d'un canapé avec des amis va suffire à vous faire explorer tout ce que le jeu a à vous proposer. C'est malheureux parce que Power Stone possédait quand même une aura gigantesque à l'époque, mais aujourd'hui j'ai l'impression que tout est tombé bien bas. Et c'est terrible parce que la Dreamcast, elle avait quand même cette aura magique
de jeu d'arcade 3D dans ton salon. Elle avait presque une aura de Neo Geo 3D. J'ose même dire un truc comme ça, hein, mais il y avait une vraie nouvelle génération de jeux plus colorés, plus libres, plus spectaculaires, plus rock'n'roll, hein, finalement. Alors forcément, quand on redécouvre Power Stone aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'agit surtout de petits party games assez rachitiques. Moi, j'ai été fan de Sonic Adventure 1 et 2, mais comme je découvre que beaucoup de gens qui le découvrent aujourd'hui trouvent que c'est vraiment très mauvais et je ne peux pas leur donner tort, eh ben, j'ai l'impression que je suis en train de vivre mon Sonic Adventure 2 un peu trop tard avec Power Stone 1 et 2. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec ce petit parallèle, mais malgré tout, je trouve que Power Stone, quand même, c'est une licence qui possède encore une identité très forte. Son principe reste extrêmement séduisant, les personnages s'affrontant librement dans de grandes arènes interactives, utilisant le décor comme arme et se transformant après avoir réuni des pierres. Bon, sur le papier, ça fonctionne toujours. Malgré que je trouve ça très mauvais aujourd'hui, un nouvel épisode pourrait développer considérablement les déplacements, enrichir des options défensives, tout ça. Moi, je me verrais voir un Power Stone 3, je serais carrément client. Si et seulement si, ils savent qu'ils partent d'une base vraiment pas terrible et qu'il va vraiment falloir essayer de recréer pas mal de choses et repenser le game design pour le rendre peut-être bien plus agréable manette en main. Je sais pas, je dis ça un peu au hasard, on pourrait imaginer des gardes directionnels, des esquives, des contres, allez, différentes manières d'utiliser les Power Stones, ou même voilà, plusieurs transformations de personnages, des objets qui pourraient être peut-être mieux intégrés au système de combat, et peut-être rendre tout le système un peu moins similaire. Peut-être aussi prendre des arènes aussi faux folles que dans Power Stone 2, mais les rendre beaucoup plus aléatoires et bien plus évolutives. Pour moi, la licence, elle n'est pas condamnée. Ce sont surtout ces deux jeux-là qui me semblent aujourd'hui bien trop limités. Et même si j'ai passé un meilleur moment sur Power Stone 2 que sur le premier opus, c'est peut-être aussi parce que j'ai vraiment détesté le premier. Les développeurs, voilà, je suis sûr que s'ils revoient leur copie, un Power Stone 3 ne me semble pas impossible. Et ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est de retrouver un système aussi approximatif chez Capcom. Même lorsque je ne suis pas particulièrement sensible voilà, à certains de leurs jeux de combat, je reconnais généralement la précision de leur conception. Voilà, les développeurs réfléchissant voilà, souvent aux distances, aux priorités, aux mouvements, aux conséquences de chaque action. Dans la licence Power Stone, j'ai plutôt l'impression que la priorité était surtout d'impressionner immédiatement le joueur. Hein, voilà, de sauter à la rétine des enfants, et c'est tout, quoi. Voilà, une fois adulte, je perçois beaucoup plus clairement les limites cachées derrière cette frénésie. Et donc Power Stone a très mal vieilli à mes yeux parce que il reposait énormément sur leur capacité à provoquer un émerveillement immédiat. Lorsque cet émerveillement disparaît, je suis désolé, il reste pas suffisamment de profondeur pour soutenir l'ensemble. Et parmi les 18 jeux réunis dans la Capcom Fighting Collection 1 et 2, Power Stone 1 et 2 sont les jeux que j'apprécie le moins. C'est dire que sur 18, ce sont les jeux qui m'ont le moins convaincu. Et pourtant, j'ai pas été particulièrement convaincu par les premiers Darkstalker. Je suis pas un grand amateur de Street Fighter 2 et je déteste Street Fighter Alpha. Malgré tout, je peux reconnaître les qualités de ces jeux et comprendre pourquoi certains joueurs continuent de les approfondir plusieurs décennies après leur sortie. Avec Power Stone, j'ai beaucoup plus de mal. Le premier épisode, il ressemble à un prototype particulièrement séduisant dont les possibilités s'épuisent après 3-4 parties, et le deuxième, c'est ça sur 2-3 heures en plus. Et c'est franchement dommage. Alors, est-ce que ça en fait une mauvaise licence? Non, puisque je continue de dire que je veux croire à la sortie d'un troisième Power Stone qui pourrait redonner ses lettres de noblesse à tout ça. Mais dans ce cas-là, il va vraiment falloir remettre à jour tout ça et penser d'abord gameplay et plaisir manette en main avant tout le reste. Ma déception vient peut-être du fait que ces jeux-là ont mal vieilli, peut-être parce que j'ai vieilli moi-même, ou peut-être parce que les Power Stone, ils sont peut-être pas si extraordinaires que ça manette en main. Comme quoi, il faut jamais se fier uniquement à ses souvenirs d'enfance.
historiquement parlant, ça restera quand même toujours intéressant de découvrir, voilà, tout opus qui ont pu marquer une console. Et là, pour le coup, ben, l'arcade et la Dreamcast ont pu être carrément marqués par Power Stone 1 et 2. Je suis bien content de les avoir découverts, mais j'avoue que pour avoir essayé tous les personnages, avoir fini le jeu avec chacun d'entre eux et avoir passé quelques temps sur le mode multi, je n'ai pas passé un temps de qualité, tout était trop répétitif et c'est vraiment dommage. Ceci dit, je serais très curieux de revoir ce format-là aujourd'hui parce que si il n'y a pas la ressortie d'un Power Stone 3, eh ben, j'ai envie de me prendre quand même à y rêver parce que enfermé dans une arène en 3D vue de haut où on essaie de faire un combat mixé avec une frénésie parce que le terrain s'effondre ou on doit partir parce que on est poursuivi par quelque chose ou ça explose ou je ne sais pas quoi. C'est quand même plutôt engageant sur le papier et je pense, dites-moi si j'ai tort, mais je pense que ça pourrait être vraiment top de revoir un jour quelque chose de ce type-là.